Touchez votre cible en communiquant sur Radio Afrique Santé. Contactez notre service commercial au 00 229 57 00 00 60 ou sur contact@webafriquesanté.com pour la conception, l'enregistrement, la production et la diffusion de votre spot publicitaire. Faites le bon choix et passez au niveau supérieur pour une communication simple, moderne et efficace. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. 19h à Cotonou, 18h en temps universel. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous informatif de 19h dont voici le sommaire. À l'orée des fêtes de Noël, quel type de jouet à prioriser pour permettre aux enfants d'apprendre tout en jouant? Élément de réponse dans ce journal. Dans la page santé, on parlera des envies qui prennent une femme enceinte pendant la grossesse. Le sport est également au rendez-vous dans cette édition. Place au développement. La première audience dans l'affaire impliquant l'ex-directeur général de la police nationale DGPN, Louis-Philippe Roundeyon, s'est ouverte hier lundi 16 décembre 2024 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Parmi les avocats qui assurent la défense de l'ancien général de police figure Maître Abiba Touré, avocate de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Elle a indiqué à la presse que Louis-Philippe Roundeyon se porte bien malgré les circonstances. Il va bien, il est assez serein et déterminé. Il a le moral. Il estime quelque part que ce qu'il vit s'inscrit dans la lutte démocratique, en tout cas d'un retour à la démocratie pour son pays. Donc il est parfaitement serein dans son combat. En réalité, si on regarde bien même ce qui lui arrive, il n'est que le symbole d'un combat bien plus grand et qui le dépasse. C'est aujourd'hui en réalité le combat de la liberté d'expression, plus généralement des libertés publiques et plus spécifiquement de la liberté d'expression. Il ne représente, il ne symbolise, il est le symbole de ça. Ce qui lui arrive est le symbole de ça. C'est pas fondamentalement, foncièrement le général Roundeyon qui se retrouve poursuivi, c'est la liberté d'expression qui se retrouve en réalité sur les bancs des accusés à la crise. Selon moi, et malheureusement, elle est purement politique. Elle est purement politique parce que c'est un dossier politique travesti en une procédure judiciaire. Voilà. Mais c'est fondamentalement une procédure politique qui n'a pas grand-chose si ce n'est que les apparences du judiciaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'espoir, parce que justement, tout l'objectif de la défense et des avocats, c'est de ramener justement sur le terrain judiciaire le dossier pour montrer sa vacuité. Et justement, c'est en montrant sa vacuité qu'on démontre que c'est un procès politique qui n'a rien à voir avec le droit. Et ça contribue à la lutte dont le Bénin ne fait pas exception, malheureusement. En Côte d'Ivoire, on a eu ce même problème et dans bien d'autres États africains, il y a cette difficulté-là. Ça fait partie de cette lutte où on veut ramener les pouvoirs à respecter l'état de droit. Maître Abiba Touré a indiqué que le seul péché que le général Roundeyon a commis pour mériter le sort qui lui est infligé est celui d'avoir critiqué. Or, en gain-tel, la critique n'est pas un crime ni un délit. Quelle est la suite à donner à ce dossier? Écoutons l'avocate. Pour l'instant, vous savez, là, ce sont les arguments qui ont été développés pour le moment concernent les nullités. Ça concerne vraiment des débats concernant la nullité de la procédure, du fait du non-respect de la procédure, justement du non-respect de la procédure en la matière. Mais ça ne préjuge en rien du fond. Donc, soit finalement la juridiction nous donne raison et constate qu'effectivement il y a eu des irrégularités tellement flagrantes qui justifieraient qu'on prononce la nullité, soit elle rejette ces éléments et dans ce cas-là le débat du fond va devoir se poser. Et le débat de fond, c'est quand même de savoir quels sont les faits qui sont reprochés au général Roundeyon. Parce que pour le moment,
vous avez des accusations. C'est-à-dire qu'il est poursuivi pour incitation à la rébellion et pour des faits de harcèlement par le biais des réseaux sociaux. Très bien. Mais une fois qu'on a balancé ces accusations, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quels sont les faits qui lui sont véritablement reprochés? Pour l'instant, on ignore. Je vous donne un exemple concret, vous allez mieux comprendre. C'est comme si je vous arrête et je vous dis, je vous accuse d'avoir volé. La première question que vous allez me poser, c'est j'ai volé. Qu'est-ce que j'ai volé? Et à qui je l'ai volé? Mais je vous réponds pas. Je vous dis non. Vous êtes juste poursuivi pour vol. Enfin, je veux dire, et vraiment, c'est en ce sens que c'est absurde. C'est-à-dire que effectivement, il y a même un de mes confrères qui parlait d'une procédure kafkaïenne, mais effectivement, c'est-à-dire que il y a des accusations qui sont portées d'un point de vue un qualificatif juridique, d'accord, mais qui ne reposent sur aucun fait concret. Donc, pour le moment, on ne sait pas concrètement quels sont les faits qui lui sont reprochés. Le jeudi 5 décembre, la personne responsable des marchés publics PRMP de l'Université de Parakou, Biaou Afouda Jacques, a été sanctionnée par l'autorité de régulation des marchés publics pour des irrégularités graves dans la procédure d'appel d'offres portant sur la construction d'une salle de conférence dans le bâtiment des masters et d'un amphithéâtre de 300 places à l'Université de Parakou. En conséquence, le sieur Biaou est exclu de toute participation à la commande publique en République du Bénin pour une période de 10 ans, soit le 12 décembre 2024 au 11 décembre 2034. Faisons à présent le tour du reste de l'actualité, toujours au plan national, et c'est avec Mathilde Aïmo. Dans le cadre de la 3e édition de la foire itinérante qui s'est tenue à Lokossa, courant la semaine dernière, il a été organisé un concours culinaire qui a mis en compétition des mets typiquement locaux. 13 candidates ont concouru en présentant leur savoir-faire aux membres du jury qui ont sélectionné les 3 meilleurs plats du lot proposés. La compétition s'est déroulée publiquement le vendredi 13 décembre dernier sur l'esplanade de la Maison des Jeunes de Lokossa. Faire découvrir et valoriser les produits agricoles et culturels locaux, tel le but essentiel de la foire de Lokossa qui a porté le concours culinaire ayant mobilisé 13 candidates. Une initiative du projet Delta Mono soutenue par des partenaires au développement. Il s'agit de l'Agence belge de développement qui exécute sur financement de l'Union européenne et de la coopération luxembourgeoise le projet d'appui à la transition agroécologique et à la construction de systèmes alimentaires durables dans la biosphère du mono. Le projet Delta Mono œuvre par ailleurs à renforcer l'usage des pratiques agroécologiques dans un environnement particulier qui est la réserve de biosphère transfrontalière du mono, une réserve protégée jouissant du label MAB UNESCO. C'est donc pour la construction de systèmes alimentaires durables que le projet pose les jalons pour la valorisation des savoirs culinaires locaux et des produits agroécologiques. Toujours au plan national, le médiateur de la République Pascal Essou s'est entretenu ce lundi à son cabinet à Porto Novo avec le nouvel ambassadeur de Chine près le Bénin. Il s'agit d'une visite de courtoisie qui a permis aux diplomates chinois de comprendre le rôle du médiateur de la République au Bénin. L'hôte de Pascal Essou loue les missions importantes du médiateur de la République, notamment celle d'intercéder gracieusement entre l'administration et les citoyens, de réconcilier des protagonistes de crise, protéger les intérêts des citoyens et créer un environnement favorable à la paix. Les mécanismes de médiation sont très importants dans la stabilité sociale et dans le développement d'un pays, a apprécié l'ambassadeur de la Chine près le Bénin. Et pour terminer, 3 nouveaux marchés modernes de la capitale économique ont reçu samedi dernier la visite de Sadia Alimatou Assouman, ministre de l'Industrie et du Commerce, accompagnée à l'occasion de la directrice générale de l'Agence nationale des gestions des marchés et des élus, conseillers et même députés. Nous faisons cette visite pour soutenir les marchands, mais aussi leur rappeler les fondamentaux du règlement intérieur, c'est-à-dire leurs obligations vis-à-vis de l'État, a indiqué Eunice Kinifort, directrice générale de l'Agence nationale de gestion des marchés. Rappelons que pour l'instant, la redevance à payer par les marchands sur les nouvelles installations n'est pas encore fixée. Nous parlons toujours santé. Présentes chez nombreuses femmes, les règles douloureuses sont le calvaire auquel font face ces dernières pendant les périodes de menstruation. Pour différentes causes, elles sont dans l'obligation de trouver des solutions à ce problème qui perdure. Et parlant de solutions, Michel Gonto, sage-femme
est sage-femme et nous apporte des précisions sur ce phénomène. Alors, la période des règles est une période qui est redoutée par de nombreuses jeunes filles et même chez des femmes à cause tout un syndrome de douleur qu'on appelle les dysménorrhées. Ça va se manifester par des douleurs pelviennes, on a mal au bas-ventre et ces douleurs-là, ça irradie dans le dos, ça fait mal dans le bas-ventre, ça sort dans le dos. Chez d'autres, il y a des vomissements, des nausées, de la diarrhée. Et vraiment, à cause de toutes ces douleurs-là, beaucoup de jeunes filles ou même des femmes appréhendent la période des règles. La première des causes, c'est dû à une hypersensibilité de l'utérus. Il y a certaines femmes qui ont un utérus vraiment hypersensible et à ce moment-là, pendant les règles, cette hypersensibilité va faire qu'elles vont ressentir de fortes douleurs. Seconde cause, ça pourrait être un taux élevé de prostaglandine dans le sang des règles. Donc la prostaglandine, on va dire, ce sont des hormones qui interviennent dans le tonus des vaisseaux et puis des réactions inflammatoires. Elles vont donc produire des contractions utérines et vraiment ça fait très mal pendant les règles. Elles vont avoir très mal. Maintenant, nous en arrivons au petit conseil, au topo pour pouvoir se soulager et même se débarrasser de ces douleurs. Première astuce consiste à faire une bouillotte. Prenez une serviette bien chaude, vous la plongez dans de l'eau chaude, vous pressez et puis vous appliquez la serviette sur le bas-ventre, là où vous avez mal. Vous vous détendez, vous vous couchez, vous vous détendez. Détendez-vous parce que plus vous êtes stressé, le stress va produire une autre hormone encore. Détendez-vous. La seconde astuce, donc vous allez prendre les feuilles de bissap séchées là comme ça. Avant les règles, si vous connaissez très bien votre cycle, vous êtes bien réglé, la veille ou 2 jours avant, vous pouvez commencer à faire des infusions des feuilles de bissap séchées. Prenez une tasse de l'eau chaude, vous mettez dans une tasse, prenez une bonne poignée de bissap, vous déposez, vous laissez infuser et vous buvez ça chaque matin et aussi pendant les règles. Vous allez voir que ça va vous soulager. Je vous assure que c'est magique. Si malgré la prise d'antalgique, malgré l'utilisation des astuces et tout ça, vous avez vraiment mal et que la douleur est handicapante, ça vous empêche même de vous lever, ça vous empêche d'aller au travail, c'est une douleur invalidante, consultez un médecin. Ça pourrait être une autre cause. Dans cette édition, on parle des amitiés d'enfance qui occupent une place particulière dans nos vies, forgées dans l'innocence et la spontanéité de nos premières expériences relationnelles. Mais peut-on vraiment affirmer qu'elles sont plus solides que celles nouées à l'âge adulte lorsque la maturité et des valeurs partagées jouent un rôle central? Élément de réponse dans ce micro-trottoir signé Samuel Okora. Bon, je dirais que les amitiés d'enfance sont plus solides que celles de l'âge adulte. Pourquoi? Parce que déjà, étant petit, vous vous connaissez, vous partagez des choses. Vous créez déjà des liens assez spéciaux, des liens assez forts et profonds. Ces liens qu'on ne retrouve pas forcément dans les amitiés qu'on a déjà à l'âge adulte. Et moi, je trouve que les amitiés d'enfance sont plus solides. Voilà, sont plus solides. On les détruit ou bien se rompre ce lien d'amitié d'enfance est difficile, c'est assez complexe. Les amitiés d'enfance sont beaucoup plus solides que celles de l'âge adulte, en ce sens que elles sont désintéressées. Voilà, les enfants se font amis sans aucun intérêt, pendant que à l'âge adulte, très souvent, les amitiés sont intéressées. Là, soit on voit que telle personne a plus de moyens, telle personne peut bien nous aider, nous être utile, on se fait amis avec lui, alors que les amitiés d'enfance sont désintéressées. Les amitiés d'enfance sont plus solides que celles de l'âge adulte parce que quand on est enfant et on est amis, on se dit tout, on se confie, on se parle sans réserve, on est amis sans hypocrisie et voilà, on se comprend. Même quand on se piétine, on présente encore des excuses, on devient amis. Alors que de nos jours, l'amitié de l'âge adulte maintenant, ce n'est pas ça. Parfois, tu te confies à ton soi-disant ami et cet ami te juge et cet ami, quand tu le blesses, même quand tu présentes des excuses, ta mère refuse de t'excuser et vraiment ce n'est pas la joie. Nous sommes à quelques jours de la fête de Noël et les enfants attendent de leurs parents des cadeaux comme l'exige la tradition depuis des lustres. Entre mes ventes, rareté des clients, la question du type de jouet à prioriser pour permettre aux enfants d'apprendre tout en jouant s'impose. Ginette Fleur Adandé nous emmène sur le marché de vente de jouets. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Une panoplie de jouets sur les étalages et les carrefours spécialement aménagés pour la vente des jouets, des poupées en passant par les vélos, les voiturettes, les instruments de musique, toute une panoplie de propositions pour les parents en quête
du jouet idéal. Nous avons choisi 2 cadeaux, un avion et une poupée. Elle aime vraiment les avions. Partout qu'on passe, quand elle voit les avions, elle crie maman les avions. Tous les dessins animés où il y a beaucoup d'avions dedans. Elle dit maman, je veux avion, je veux avion. Donc on s'est dit que peut-être que c'est ce qui lui plaît. Quand on lui prend les avions, peut-être qu'en grandissant, elle aura une passion pour ça. Peut-être qu'elle sera pilote, qui sait. Donc c'est pour cela qu'on a opté pour ça. Allez vendre d'abord, pour trouver l'argent d'abord, avant qu'il vienne acheter ça. Je suis venue acheter un jouet pour mon enfant. Les choses sont chères, mais bon, c'est pas mal quand même. Chez moi, les pétards n'ignotent, puis bien qu'ils soient gendarmes, non, c'est à eux de faire pour eux. C'est pas le pétard. Ils n'ont qu'à prendre les avions, soit le football, là, oui. Mais les pétards, non. Pour l'année passée, je l'ai offert un piano. Mais pour cette année, j'ai jugé bon de lui offrir 2 jeux de construction. Des jeux de construction, oui. Construction de maison, construction de voiture, c'est au moins 4 images sur le cadeau que j'ai acheté. Donc elle peut essayer de faire ces constructions-là, et tantôt voiture, tantôt maison. Et là, ça va aiguiser en quelque sorte son intelligence. D'abord, il faut savoir qu'il y a certains jeux qui sont en quelque sorte proscrits, comme les pistolets ou autres là. En quelque sorte, c'est pour amener l'enfant à la violence. C'est ce que je ne veux pas. C'est pourquoi je lui ai offert 2 jeux de construction pour en quelque sorte aiguiser son intelligence, peut-être dans le domaine des BTP et autres, on ne sait jamais. Les enfants qui sont les premiers concernés ont leur petite idée. Qu'ils soient garçons ou filles, le choix varie d'un enfant à un autre et s'inspire souvent du champ d'action de l'enfant. Comme cadeau, je veux un drone. Je veux un drone pour me distraire un peu si je m'ennuie. Je n'ai jamais utilisé le drone. Je souhaite avoir un vélo parce que je veux pédaler. Si on me commande. Mais tous les jouets sont-ils utiles dans un monde en proie à une violence inutile? Quel type de jouet pour le bien-être physique et émotionnel des enfants? Le type de jouet qu'on devrait offrir aux enfants, c'est des jouets qui doivent permettre aux enfants donc d'éveiller l'intelligence des enfants et d'amener les enfants à être des gens pacifiques, parce que l'humain a besoin donc de la paix. Et donc tout jouet qui appelle à la violence et à la méchanceté, normalement on ne devrait pas acheter ces genres de jouets là aux enfants. Les études l'ont démontré aux États-Unis, c'est pas ici, que l'individu acquiert 50% de sa capacité intellectuelle à 4 ans. 30% s'y ajoute à entre 7 ans et 8 ans et les 20% restants à 17 ans. Cela veut dire quoi? Pendant la période de l'enfance, c'est 80% de notre capacité intellectuelle que nous sommes censés avoir. Alors comment l'avoir? Je pense que les jouets y participent. Alors les paramètres d'un bon jouet, d'abord un bon jouet doit être inoffensif parce que ce sont des enfants, puis ça va servir au jeu. Un bon jeu doit être inoffensif, s'il ne doit pas avoir des bords coupants parce qu'il y a de ces enfants qui vont prendre les jouets et mettre dans la bouche. Donc on doit s'assurer que c'est inoffensif, c'est extrêmement important. Et un bon jouet aussi doit être réalisé avec des peintures qui respectent les normes. C'est vrai que nous ne sommes pas censés savoir, ce sont les fabricants, ce sont ceux qui achètent les jouets qui doivent nous garantir cela. Mais c'est important parce que quand on parle de jouets, l'enfant prend et mettra dans la bouche. Et rapidement, à l'heure du cancer, de tout ce que nous savons, il faut faire attention à cela. C'est pourquoi il faut acheter des jouets de qualité. L'État doit tout faire à travers les services de douane pour que ça ne rentre pas dans le pays. Moi, je dis souvent que ce n'est pas la peine d'aller chercher ça chez les revendeuses qui en griffent. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas responsables, mais quand même, leur responsabilité est limitée. Il faut éviter que ces gens de tirs rentrent dans le pays. Et il y a aussi parfois de ces outils qui incitent à la violence dont les enfants n'ont pas besoin. Et il n'y a pas que les États, l'État. Il y a ces promoteurs de jouets qui, vous savez, quand le parent vient jouer et qu'il vient acheter un jouet et que chez vous, il trouve déjà quelqu'un qui pourra lui dire, oui, vous pouvez acheter tel jouet à votre enfant, vous pouvez. Et le parent se sent rassuré et il fait un meilleur investissement. Mais il faudrait pour cela que les parents se déplacent encore plus que l'année dernière. Les commerçants se plaignent de la mévente. Ils savent que les temps sont durs, mais ne comprennent pas que les parents ne veuillent pas faire plaisir à leurs enfants. On ne sait encore rien, les clients ne sortent pas encore. On espère les voir avant la veille Noël. Il y a quelques-uns qui viennent demander les prix. On va revenir. Par contre, d'autres viennent. Si c'est un petit truc, ils achètent. C'est ça, c'est ce qu'on vit actuellement. Je lance un appel aimable à tout le peuple béninois du nord au sud, de l'est à l'est, de venir massivement
au centre de promotion de l'artisanat, voir nos articles. Il y a tout. Il y a les habits des enfants, les jouets, les objets de décoration, les arbres de Noël, il y a tout. Même il y a des trucs de 1000 francs, de 500 pour les enfants parce que tout le monde n'est pas obligé d'acheter grand chose. Même avec 500 francs, tu vas trouver un bon jouet pour ton enfant. Parmi les indémodables, les jeux de construction comme les Lego, les Kapla et autres géomag, ces jouets d'assemblage magnétique, une catégorie dont les ventes ont progressé cette année. Cherté de la vie ou pas, les enfants attendent de la magie le 25 décembre. Qui s'en va, sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps. Sans transition, les nouvelles au plan international et c'est avec vous, Samuel Oukora. Bonsoir à tous et bienvenue dans la page Inter de ce soir. Avec des vents plus de 220 km par heure, le cyclone Chido a fait d'importants dégâts sur son passage. Au Mozambique, l'heure est au constat et à la reconstitution. La province de Cabo Delgado, où vivent environ 2 millions de personnes, a été la première région touchée par le cyclone Chido au Mozambique. De nombreuses maisons, écoles et établissements de santé y ont été partiellement ou complètement détruits. Dans la ville portuaire de Pemba, les personnes sinistrées ont été accueillis dans des centres d'hébergement. À Pemba, une opération de reconstruction et de nettoyage a été lancée ce lundi. Selon un porte-parole de l'UNICEF, au Mozambique, les habitants risquent d'être privés d'écoles et de centres de soins pendant plusieurs semaines. Les autorités mozambicaines, quant à elles, ont mis en garde contre le risque élevé de glissement de terrain. La saison des cyclones dans le sud-ouest de l'océan Indien et en Afrique australe a généralement lieu entre décembre et mars. Depuis quelques années, ces tempêtes sont de plus en plus violente. En 2019, le cyclone Idai a tué plus de 1300 personnes, principalement au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe. Le cyclone Freddy a fait plus de 1000 morts dans plusieurs pays de l'océan Indien et d'Afrique australe l'année dernière. La Commission européenne a annoncé ce mardi 17 décembre l'ouverture d'une enquête contre le réseau social chinois que les autorités roumaines soupçonnent d'avoir manqué à ses obligations en permettant notamment une énorme opération d'influence en faveur du candidat pro-russe Călin Georgescu. En effet, le candidat d'extrême droite, arrivé en tête au premier tour le 24 novembre à la surprise générale, est en effet soupçonné par les autorités roumaines d'avoir bénéficié d'une campagne de soutien illicite orchestrée par Moscou, notamment sur TikTok. Les exécutif européen, qui ne mentionne toutefois pas directement la Russie, joue le rôle de gendarme du numérique dans l'UE en vertu du règlement sur les services numériques entré pleinement en vigueur le 17 février. L'enquête de la Commission portera sur la gestion des risques liés aux élections, en particulier concernant les systèmes de recommandation de TikTok soupçonnés d'avoir été utilisés pour une manipulation coordonnée. Elle examinera aussi la gestion par la plateforme des publicités politiques et des contenus politiques sponsorisés. Et pour finir, les conférences des Nations Unies sur le climat, les célèbres COP semblent avoir du mal à répondre à l'urgence environnementale. Les dernières négociations, qu'il s'agisse de la COP biodiversité, de la COP sur le climat, de la COP sur les plastiques ou même celle sur la désertification, ont dans leur majorité échoué à atteindre des résultats probants. Les experts se montrent de plus en plus sceptiques quant à l'efficacité de ces forums internationaux, dénonçant des processus longs et inadaptés aux enjeux mondiaux. Cette année encore, les signaux sont préoccupants. L'accord sur la biodiversité signé à Montréal en décembre 2022, bien que salué sur le papier, a peiné à aboutir à des mesures concrètes. De même, les COP sur le climat et la pollution plastique ont eu des résultats en dessous des attentes. Et l'accord sur la désertification en gestation reste incertain. La lenteur des progrès suscite des critiques, mais aussi une forme d'espoir persistant. Inger Anderson, directrice exécutive du programme des Nations Unies pour l'environnement, reconnaît la frustration face à des résultats jugés insuffisants, mais insiste sur la nécessité de maintenir ce dialogue. Face à ces échecs successifs, les COP continuent de susciter l'espoir d'un tournant tout en exposant les limites du système. Reste à savoir si elles parviendront un jour à répondre à la hauteur des défis climatiques mondiaux. Dernière ligne droite de cette édition, la page sport, c'est maintenant. Lors d'une cérémonie grandiose au Palais des Congrès de Movenpick à Marrakech, la Confédération africaine de football a révélé son 11 type africain de l'année 2024. Une équipe de rêve qui rend honneur au talent du football africain. Ginette Fleur Adandé.
Vous l'aviez dit, dans les buts, André Onana, gardien de Manchester United, s'impose comme le choix incontestable. La défense solide est composée de Kalidou Koulibaly, Chancel Mbemba et Achraf Hakimi, des piliers dans leurs clubs respectifs. Le milieu de terrain brille avec Mohamed Kudus, Sofiane Amrabat, Francis Kessié et Yves Bissouma, une combinaison parfaite entre créativité et solidité. En attaque, Mohamed Salah, Victorin Osimhen et Ademola Lookman complètent ce 11 exceptionnel représentant les fers de lance des grands championnats européens. Cependant, cette sélection suscite des débats. Les absences de Guirassy, auteur d'une saison prolifique en Bundesliga, et de Williams, gardien sud-africain ayant marqué les esprits, ne passent pas inaperçus. Malgré les critiques, ce 11 type demeure une vitrine du football africain au sommet et de son art. Et il faut dire que le footballeur international nigérian évoluant au poste d'attaquant à Atlanta Bergame, Ademola Lookman succède à son compatriote Victor Osimhen au titre de Ballon d'Or africain. Auteur de 17 buts et de 10 passes décisives en 45 matchs, l'attaquant nigérian de 27 ans a marqué tous les esprits avec son retentissant triplé en l'issue finale de la Ligue Europa face au Bayern Leverkusen. Il a été décisif pour son club pour la qualification en Ligue européenne des champions. Sa consécration est logique et ne soulève aucune contestation chez les amoureux du courant. Du retour de Rades en Tunisie où ils ont glané 2 médailles au championnat d'Afrique de karaté, la délégation béninoise conduite par son président Roch Kenom n'est pas seulement revenue au pays avec de prestigieuses récompenses. Grâce à son leadership reconnu, le patron du karaté béninois a décroché un partenariat d'envergure. Exactement, il s'agit d'un protocole d'accord entre la Fédération royale marocaine de karaté et discipline associée, la Fédération béninoise de karaté-do. Le dit protocole comporte des formations à l'endroit des formateurs officiels et athlètes. Il prend en compte également des dotations en matériel et équipement, l'attribution des bourses sport et études pour les athlètes béninois et bien d'autres choses. Tout ceci dans le seul but de renforcer le développement du karaté au Bénin. En un mot, ce partenariat historique entre les deux fédérations va contribuer au renforcement des capacités des athlètes, des arbitres et des coachs béninois. Il faut dire que seulement 3 mois après la signature de ce protocole d'accord par les deux instances via les présidents Roch Kenom du Bénin et Mohamed Mouktabil du Maroc, le partenariat en question porte déjà ses fruits. En effet, dans le cadre de ce partenariat entre le Bénin et le Maroc, le président de la commission des arbitres de la FEBECA-DO, René Patrick Onvekounou, et l'entraîneur de l'équipe nationale, Martini Aditi, sont allés à Marrakech, au Maroc, pour un séminaire international d'arbitrage et technique comité. Cette formation va permettre à ces cadres techniques du karaté béninois de renforcer leurs capacités, notamment sur les nouvelles stratégies d'arbitrage. Le Bénin est présent sur tous les grands tableaux continentaux et mondiaux, notamment au championnat d'Afrique qui s'est déroulé en Tunisie, du monde en Italie, à la Youth League en Italie toujours, et les championnats d'Afrique de la région 2 à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. J'étais Ola Grassadje à la présentation. Francis Ibikoulé était à la partie technique. Agréable soirée à tous.